Bienvenue sur Hobby Bourse. Aujourd'hui, on va parler d'un titre qui fait la une des actualités boursières. Je parle de Téléperformance, tout simplement parce que vous voyez cette chute, c'est quelque chose de phénoménal. On a quand même perdu, alors depuis les plus hauts, même si quasiment personne n'achète au plus haut, mais on a quand même perdu 70%, presque 71% en seulement quelques semaines. Donc c'est vraiment en 20 bars, donc c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Du coup, on va essayer de savoir si on est sur quelque chose où on a ce qu'on appelle un couteau qui tombe et qu'il ne faut surtout pas en acheter parce que c'est la dégringolade, la désillusion et qu'en fait le business était juste nul depuis le départ et en fait on était juste sur un train de dossier parce qu'on injectait des liquidités, parce qu'il y a des taux bas depuis des années ou juste une mode. Ou alors est-ce que c'est une opportunité de rentrer parce que ça l'était déjà peut-être par ici ou par là et que finalement plus ça chute, plus ça devient une aubaine et plus il faudrait renforcer. On va déjà commencer par regarder la trend long terme, juste pour voir, parce que souvent quand on voit quelque chose uniquement comme ça, on se dit oh mon dieu, c'est quelque chose qui ne fait que descendre, alors que quand on regarde juste sur le très long terme, alors je ne minimise pas la baisse, mais on est d'accord que quand on part d'un prix comme ça, et qu'on est monté jusqu'ici, effectivement, ça fait une sacrée chute, mais on peut dire qu'on ne remet pas en cause la tendance haussière, même si là, on commence à arriver quand même sur quelque chose d'assez sérieux. Par ici, il n'y aurait pas eu de panique, on aurait juste fait un rebond et on aurait pu repartir. Là, on arrive sur quelque chose c'est le moment de se décider en fait si ça vaut vraiment le coup et que c'est quelque chose qui est au rabais et qu'on commence à l'acheter par là, ou si en fait on a perdu plus de 50% et en fait c'est le moment où ça va capituler. Donc, si on se remet un petit peu sur les 10-20 dernières années, on va voir les screeners. On va déjà voir si c'est une boîte qui gagne de l'argent. Donc on voit que les revenus totaux depuis 10 ans, donc depuis 10-20 ans même maintenant, je suis quoi à partir de 2008, donc ouais voilà c'est ça une quinzaine d'années, on voit qu'il ne cesse d'augmenter. Donc c'est déjà une bonne chose, ça veut dire que la société gagne de l'argent. Enfin elle fait de plus en plus de chiffres d'affaires. Donc on est sur quelque chose, elle arrive à gagner de plus en plus de marché, alors que ce soit ou parce qu'elle rachète des concurrents, ou parce qu'elle arrive avec un marketing, une croissance, peu importe, elle arrive à gagner de plus en plus de parts de marché. On se fiche un peu, même si c'est important à aller voir les rapports financiers, mais on voit quand même que, grosso modo, elle gagne du terrain, c'est une bonne chose. Les revenus nets sont également en croissance. Alors, c'est pas illogique, puisque forcément, si on a un chiffre d'affaires qui monte et qu'on a une marge constante, ça monte aussi. Donc, on va se questionner sur la suite, la marge nette. La marge nette, on voit qu'elle monte, mais très légèrement. On était à 6, 4, 3, on est remonté ici. On a plus l'impression que c'est par palier, qu'il y a des zones ici de croissance. Par exemple, si je descends un peu, si je dézoome un peu, à partir de 2004, on voit qu'on est bien monté, puis on est redescendu, puis on reprend. Donc il y a l'air d'avoir des vagues. Alors est-ce que c'est dû au taux d'intérêt? Est-ce que c'est dû à la structure du marché? Est-ce que c'est quelque chose de cyclique ou pas? Pour ça, il faut aller voir les rapports financiers, voir pourquoi quand la marge dégringole, est-ce que c'est juste parce qu'il y a eu une fusion-acquisition et qu'il y a plein de choses à remettre en perspective, plein de services à réorganiser? Est-ce que c'est parce qu'il y a des cycles qui, des fois, pendant 3-4 ans, ont une chute? Et puis, est-ce qu'il y a un événement qui est lié à ça? Ça, il faut aller voir dans les rapports financiers, parce qu'il y aura sûrement des conclusions dans les rapports de l'explication, forcément, puisque le PDG doit forcément s'expliquer pourquoi on est passé d'une marge de 6,50 à 3,50 en 2-3 ans. Donc, forcément, ça y apparaîtra. Et le nombre d'actions, tout simplement parce que, alors ce n'est pas le critère déterminant pour moi, mais une société qui fait une énorme croissance, enfin qui a fait un chiffre d'affaires en croissance avec une marge en augmentation, c'est très bien, mais si derrière elle dilue ses actionnaires beaucoup plus vite qu'elle ne les enrichit, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc ce que je ne veux pas voir, c'est une augmentation constante des actions. Alors évidemment, pour financer un rachat, un projet, quoi que ce soit, c'est pas très grave, mais je veux pas une augmentation phénoménale qui limite serait plus importante que la croissance de la marge, par exemple. Donc ici, on voit qu'on a eu un plateau, on a redilué un petit peu et on a une sorte de plateau. Donc c'est un petit bémol, on est quand même passé sur quelques années, donc depuis 2008, de 56 à 58. Ça fait quelque chose comme quoi, ça 1 ou 2%, même pas. Ça fait 0,5%, puisque ouais, non, on est quand même sur 2-3%. Donc 2-3%, c'est pas génial, mais bon, si c'est 3% sur plusieurs années, c'est quelque chose qui est acceptable. Sur 20 ans, c'est quelque chose qui est acceptable, enfin 15 ans. Si jamais la croissance est vraiment au rendez-vous, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Donc on passe au screener suivant. Le screener suivant, le temps que ça charge. Le screener suivant, on regarde du coup le ROCE. Donc pour voir si le rendement de réinvestissement des capitaux dans la société est souvent aussi un fort ROCE veut dire qu'il y a un avantage concurrentiel certain. Forcément, parce que quand vous réinvestissez et que vous avez une marge de 18%,
enfin un taux de réinvestissement, qui chaque euro rapporte 18%, chaque euro réinvesti, forcément c'est que vous avez un pricing power quelque part, ou une domination quelconque. Donc on voit qu'ici, en 2010, on était sur quelque chose de très moyen. 6%, c'est pas horrible, mais c'est vraiment moyen. 10%, c'est la norme, c'est la moyenne. En dessous de 10%, donc on est sur quelque chose de, il faut aller creuser. 10%, il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est pas mal. Et 15 à 18%, c'est vraiment quelque chose de sympa. Donc pareil, on est sur, pour l'instant, sans explication, mais les chiffres sont plutôt bons. Le free cash flow, lui aussi, est en augmentation. Très bien, c'est ce qu'on veut voir. Parce que le résultat net, c'est très bien. Mais si derrière, on est obligé de réinvestir sans arrêt l'argent pour rester compétitif, comme par exemple les sociétés de semi-conducteurs ou des choses comme ça, ou dans les sociétés automobiles, ben c'est quelque chose qui peut être un frein. Donc là, on a vraiment le free cash flow, donc on voit que la boîte s'enrichit. Donc ça, c'est l'argent qui rentre réellement et qui reste dans les caisses. Je vous le dis toujours, quand vous voulez comprendre avec les free cash flow la différence avec le résultat net, vous tenez une boulangerie, vous avez votre résultat net, mais vous devez tous les ans réinvestir dans un four, dans des locaux, dans peu importe, vous êtes obligé de ressortir l'argent. Donc évidemment, c'est du résultat que vous allez du coup derrière amortir, etc. C'est un achat que vous allez amortir, et puis un plus grand four ou un four plus performant ou plus économique est quand même un investissement pour l'avenir. Il n'empêche que si vous avez fait 100 000 euros à la fin, enfin que vous avez 100 000 euros dans les caisses à la fin de l'année et que vous dépensez 99 000 dans un nouveau four, bah, il vous reste que 1000 euros, et avec ça, c'est pas super génial comme résultat. Alors que le free cash flow, c'est vraiment ce qui vous reste dans la caisse. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, après avoir acheté un nouveau four, avoir acheté plein de choses, c'est l'argent qui vous reste vraiment dans la caisse. Donc là, il reste 947 millions dans les caisses. Donc on est vraiment sur un trend dossier, c'est quelque chose de très bien. Et le price to free cash flow, donc, qui peut nous aider à nous dire si ça vaut le coup d'acheter, si c'est un bon moment opportun. Par exemple, si on en est là, ici on voit que historiquement c'est la borne basse, on n'a jamais été aussi bas. Alors même si je remonte plusieurs années en arrière, voilà, on n'a jamais été aussi bas, donc on est sur quelque chose. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer, parce que ça se trouve c'est une boîte nulle et elle va faire que couler, donc même si ici c'est encore trop cher pour une boîte qui ne va faire que couler, mais si jamais c'est une bonne société, ça peut être un excellent point d'entrée, parce qu'un price to free cash flow de 7, c'est quand même quelque chose de super sympa. Ça veut dire qu'en 7 ans, vous récupérez votre argent. Alors vous, peut-être pas vous directement, parce qu'il faudrait que la société redonne 100% en dividende, mais si elle le faisait, c'est ça que ça veut dire, si elle vous redonnait la totalité de ce qui lui reste en dividende, en 7,26 années, vous récupériez votre argent. Donc vous mettez 10 000 euros aujourd'hui dans cette société, en achetant l'action à 115, et bien dans 7 et quelques années, à vous rendre à chaque fois... alors évidemment, ça c'est pour la totalité du groupe, donc par action, ça fait peut-être quelque chose, ça fait quelque chose de beaucoup moins, mais en 7 années, vous avez retrouvé votre argent, donc à partir de la 8e, vous faites du profit. Donc voilà, ça, et c'est du coup à free cash flow actuel, c'est-à-dire que si le free cash flow est en augmentation dans les 7 prochaines années, ça sera peut-être en 6 ou en 5 ans que vous le rembourserez, enfin que vous serez remboursé. On passe donc au troisième screener. Le troisième screener, donc j'ai toujours le rappel des revenus nets, puisque c'est un peu la trend directrice. Si jamais les deux screeners d'avance sont bons et qu'on a vérifié que les revenus nets en augmentation, le free cash flow en augmentation, c'est juste un rappel pour dire ok, on est bien. Ici, c'est le PE. Alors, le PE, pourquoi? Moi, j'utilise tout le temps le price to free cash flow, parce que c'est pour moi, pour savoir combien moi je vais récupérer, combien de temps je vais mettre à récupérer mon argent. Mais le PE, c'est ce que regarde le marché. Beaucoup de gens, 99% des gens regardent le PER. Donc, si on veut suivre la masse et voir si c'est quelque chose qui est anormalement bas depuis des années et tout, c'est ce qu'il faut regarder. Le marché a toujours raison, et c'est à un bout d'un moment, si vous êtes tout seul contre des millions d'investisseurs, même si la boîte est géniale et qu'elle est sous-valorisée, sous-cotée, si le marché croit qu'elle est encore survalorisée, vous allez être à contre-courant. Donc c'est très bien, parce que ça veut dire que ça va continuer à baisser, mais c'est peut-être pas le meilleur moment de rentrer non plus. Ici, quand on voit qu'on est sur du 10, on voit que ça fait un moment qu'on n'est pas arrivé sur des niveaux comme ça. Donc si je me mets ici pile poil sur le 10, on voit bien là qu'on a rarement été en dessous. Alors, encore une fois, ça veut peut-être dire que du coup la société peut encore descendre. Le fait que l'on n'ait jamais allé plus bas ne veut pas dire que cette fois-ci nous on n'ira pas. Ça veut juste dire qu'on est sur un point historiquement bas. Attention aussi, comme je le dis à chaque fois, le PER veut tout et rien dire. C'est-à-dire que ici on est aussi bas qu'à l'époque ici et là, mais si ça se trouve, on n'avait pas la même activité, le même business. Donc si ça se trouve, un point ici extrêmement bas et là où on était sous-valorisé, peut-être qu'aujourd'hui, si on n'a pas le même business depuis 10 ans, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est comme tout, c'est-à-dire qu'un appartement qui, il y a des années, valait 100 000, puis il est monté à 300, 400, 500 000, et aujourd'hui, crack immobilier, il redescend à 100 000. Oui, mais peut-être qu'aujourd'hui, il est délabré, peut-être qu'aujourd'hui, le quartier est devenu malfamé, peut-être qu'avant, il y avait une arrivée de tram et de bus, et aujourd'hui, il n'y a plus rien, là, c'est une cité, c'est en feu, peu importe. On voit bien que le même appartement, si on était ici à 100 000,
qu'on est monté très haut et qu'on est redescendu à 100 000, si le quartier a changé ou si l'appartement lui-même est maintenant délabré, ce n'est pas du tout le même appartement que là. Donc, c'est pas parce qu'il était sous-valorisé à une époque qu'il l'est aujourd'hui. Attention, maintenant, ça nous donne une idée pour dire, ah, aujourd'hui, il y a quelque chose à creuser. C'est comme ça qu'il faut le voir, c'est aujourd'hui là, attention, on atteint des points qu'on avait rarement atteints, ça vaut le coup d'aller regarder. Comme un appartement, on dirait, il est redescendu à 100 000, ça vaut peut-être le coup de faire une visite pour voir s'il est en bon état, parce que s'il est en bon état et qu'il est comme à l'époque, et que le quartier est bon, bref, qu'on fait ses recherches et qu'on estime que tout est au vert, alors oui, c'est un bon point d'entrée. Donc, moi, ça m'aide à me dire, là, aujourd'hui, je vais regarder, je vais analyser Téléperformance parce qu'on est sur un point bas, donc c'est le moment de creuser. C'est pas quand ça sera remonté là, là ou là, ce sera trop tard. Si j'estime que le prix, ça se négocie à 20-25 fois les earnings, enfin les revenus, je pourrais toujours rentrer, puisque tant qu'on est en dessous de mon évaluation, je rentrerai, mais tant qu'à faire, autant essayer de rentrer le plus bas possible. Ici, on arrive à la dette. Une dette croissante, c'est pas quelque chose de mauvais. Je n'aime pas trop ça, une dette croissante, mais il faut avouer que aujourd'hui, dans les sociétés, si vous voulez acheter de nouveaux équipements, à racheter un concurrent, etc., il vous faut de la dette. Ce que je n'aime pas voir, c'est une dette qui explose. Là, on est sur quelque chose qui est un petit peu haut, mais il faut aller regarder dans les données financières si le paiement de la dette à chaque année ou chaque mois, peu importe, est supportable. Parce que vous pouvez avoir une dette de 10, 20, 30, 100 milliards. Oui, mais si derrière, vous payez 1 million par mois pour rembourser la dette et que vous en gagnez 50, ça vous fait seulement 1/50. Vous avez 50 millions qui rentrent et 1 million à sortir pour l'endettement. C'est pas quelque chose de dramatique. Donc à aller voir aussi dans les données financières ou dans les rapports financiers, peu importe. Quand vous avez quelque chose comme TradingView ici, on peut directement aller voir. Sinon, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller voir sur les sites comme Zone Bourse, tout ça. Vous pouvez voir le ratio de la dette. Et je crois qu'il y a une caractéristique sur les mensualités ou le pourcentage de la dette par rapport, je crois que c'est au revenu net ou aux capitaux, je ne sais plus. Mais vous pouvez du coup avoir une estimation ou sinon, vous allez lire les rapports financiers et vous le voyez. Et ici, le shareholder equity, donc les capitaux propres pour voir s'ils augmentent. Moi, j'aime bien voir ça aussi. Ça veut tout rien dire. Dans une société tech, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans une industrie automobile, ça veut vraiment dire, ou une industrie minière. J'aime bien quand même avoir des capitaux propres parce que c'est en gros la valeur à la casse de l'entreprise. C'est vraiment si ça devait faire faillite et déposer le bilan, voilà ce qu'on en récupérerait. Alors attention aussi, il ne faut pas garder ça comme un chiffre sacro-saint parce que forcément, quand vous avez... si vous avez 1 milliard de capitaux propres, oui, mais quand l'entreprise va être en difficulté, elle va d'abord taper dans les capitaux propres avant de déposer le bilan. Donc elle va essayer de vendre des immeubles, vendre des brevets, vendre des machines avant de capituler et de dire j'en peux plus, là j'arrête. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a 3,6 milliards de capitaux propres que ça y est, c'est sûr, tant que la capitalisation est en dessous de ça, c'est bon, c'est une affaire, on est sûr. Non, ça rajoute une sécurité, mais on n'est jamais sûr de rien. Et dernièrement, la market cap. Parce que la market cap m'aide à voir si on est pareil, on est bien bas. On est là, on voit que, parce qu'on peut avoir des dilutions, des actions, des rachats d'actions, des dilutions d'actions, etc. Donc la market cap nous aide vraiment à nous dire, voilà, elle est valorisée, elle est cotée de la même manière qu'elle était au 1er juin 2017. Donc en gros, ou ici, en septembre 2016. Donc en septembre 2016, on avait une valorisation comme celle de maintenant. Et en 2017, en août 2017, on était valorisé comme maintenant. Il serait intéressant d'aller voir les rapports financiers de cette date-là. Pourquoi on valorisé la boîte ainsi? Est-ce qu'on était vraiment trop en avance et on anticipait une croissance telle que là? Ou est-ce que déjà à l'époque, c'était quelque chose qui était vraiment sécuritaire, qui était vraiment coté normalement et que du coup, ce serait ici la bonne affaire? Parce que s'il y a déjà 10 ans, un peu moins, 8 ans, on valorisait la boîte et qu'on était déjà avec une marge de sécurité, bref, qu'on était au prix, ou juste à quelque chose près, à quelques pourcentages près au prix, alors aujourd'hui on fait une bonne affaire parce que depuis on a accumulé de l'argent, on a accumulé des capitaux propres, on a accumulé des parts de marché, on a racheté des concurrents, bref, ici c'est une opportunité si jamais là c'était bien coté. Il faut comprendre ici, donc c'est ça, c'est le travail aussi, c'est aller voir les rapports financiers, les vieux rapports financiers, mais si vous voulez comprendre la société, vous devez comprendre tout ça et donc vous devez aller voir les rapports financiers. Voilà. Je passe sur l'actualité. Avant de passer, je ferai sûrement une autre vidéo pour tout ce qui est rapport financier parce que c'est quelque chose de plus lourd. Il faut lire plusieurs rapports financiers. Il faut comprendre la psychologie, la vision des PDG. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Là, c'était plus les chiffres. Je vais juste rebondir sur l'actualité puisque on a aujourd'hui une actualité qui fait que, qui est en partie la cause de cette chute, c'est l'intelligence artificielle. On a quelque chose où on nous dit que l'intelligence artificielle va tuer l'industrie de téléperformance parce que téléperformance, c'est en partie, ce n'est pas que ça, mais c'est en partie du service téléphonique, du service après-vente. C'est aussi, ils font du marketing, de la publicité, mais il y a une grosse partie de service après-vente téléphonique, les plateformes téléphoniques que vous connaissez quand vous appelez.
eh bien on dit que du coup l'intelligence artificielle va avoir un impact, puisque forcément si vous avez, comme vous voyez dans les sites souvent, vous avez une petite pop-up là qui s'ouvre, vous parlez à quelqu'un et en fait derrière c'est un ordinateur qui va trier les 10-20 premières questions, ou vous poser 10-20 questions, ou dialoguer avec vous pour ensuite peut-être envoyer à quelqu'un, mais du coup le chat GPT, enfin le bot, ferait une grosse partie de décrassage et enverrait vers les bonnes personnes, donc vous avez besoin de beaucoup moins de personnes, donc ChatGPT pourrait tuer ou mettre en tout cas un sacré coup à Téléperformance. Donc on voit ici que ça fait partie des news, donc est-ce qu'il va avoir un impact négatif ou pas? Et en fait on entend que oui, effectivement, ces 10 dernières années, il y a eu de plus en plus d'intégration de bots, etc. Mais ça a directement contribué à la croissance de Téléperformance et à l'amélioration de sa rentabilité. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas négatif. Téléperformance a sa croissance et l'amélioration de sa rentabilité. Donc c'est vraiment marqué là. Là, ils le disent, ChatGPT nous aidera à accroître encore notre productivité et à améliorer la précision de nos services. Donc c'est quelque chose qui peut être dangereux parce qu'effectivement des concurrents vont arriver avec des coûts plus bas. Ils vont avoir peut-être, du coup, ça va être à Téléperformance de s'adapter parce qu'un nouveau concurrent pourrait arriver derrière et dire, nous on a des frais beaucoup moins élevés parce qu'on a acheté une licence de ChatGPT, mais on voit ici que Téléperformance n'est pas non plus à la ramasse, elle a compris la chose et elle le développe. Vous pourrez aller voir cet article donc, qui est sur ABC Bourse. Je ne vais pas le faire en long, en large, en travers. C'était juste la partie qui était intéressante. Ça résume bien la chose. Il y en a un deuxième à côté, ici, que j'avais vu, qui est... Alors, voilà, il y a menace ou opportunité. Et donc ils expliquent qu'il a été pénalisé, etc. Ça n'a pas été bien reçu par le marché. Bah forcément, alors ça, c'est l'acquisition, la grande acquisition qui avait été faite, qui n'avait pas été bien vue par le marché. Donc, il y a eu ça, plus l'IA. Donc à vous de vous faire votre propre avis, savoir si c'était bien ou pas. Et on arrive sur présenter l'IA générative. La société a d'ailleurs développé son propre produit TP-GPT et qui intègre les technologies d'OpenAI. Donc quand on dit que ChatGPT est un concurrent, oui, mais ça va aussi être un allié. C'est-à-dire que s'ils achètent, ou ils développent, ou ils co-développent un produit qui est basé sur ChatGPT, bah plus ChatGPT et OpenAI seront performants, plus les concurrents seront performants et plus Téléperformance sera performante. Donc tout va se jouer sur la capacité de Téléperformance à adapter ChatGPT pour elle, à rajouter quelques lignes de code pour améliorer le système, pour être mieux que juste un OpenAI brut, enfin qu'un ChatGPT brut. Donc tout va se jouer sur la performance de Téléperformance à améliorer ChatGPT et versus la performance des autres sociétés, des concurrents à améliorer ChatGPT. Mais ils partent de la même base. Donc c'est pas quelque chose de négatif. On en est encore à dire, on ne sait pas. Peut-être que tes performances seront très moyens dans le développement, peut-être qu'ils seront excellents parce qu'ils ont peut-être des capitaux, de l'avance, qu'ils ont une énorme part de marché actuelle, donc ils ont des meilleurs stats, des meilleurs retours. Peut-être qu'ils vont écraser la concurrence ou peut-être pas. Mais à l'heure actuelle, on ne le sait pas. Ça peut être une incertitude en plus, donc pour aller chercher une valorisation plus basse. Mais en attendant, ça ne fonde absolument pas, ça ne justifie absolument pas la chute qu'il y a eu, la chute drastique qu'il y a eu. Et ici, alors, hop. Téléperformance lance un plan de rachat d'actions d'un montant maximal de 500 millions d'euros. Alors, je ne sais plus si j'ai la date ici. On est sur quelque chose... je ne sais plus où est la date. Voilà. Le 3 août 2023 à 8h40, on apprend que Téléperformance annonce un rachat d'actions. Pourquoi j'ai relevé cette phrase ici qui peut paraître anodin? Ben, si vous êtes le PDG d'une boîte où le titre s'effondre et qu'effectivement il y a un réel danger, vous allouez votre capital pour ou vous sortez, vous vendez vos actions et vous sortez, ou vous allouez votre capital pour tout mettre sur le développement de ChatGPT pour justement être sûr de ne pas être concurrencé, ou vous êtes serein parce que ça fait déjà un moment que vous bossez sur le projet, que vous avez un truc qui tient la route, que vous analysez vos concurrents et que vous voyez que vous êtes bien, vous êtes même peut-être mieux qu'eux, mais au moins dans la moyenne. Il vous reste donc de l'argent et vous êtes tellement confiant dans l'avenir de votre société que vous faites un rachat d'actions. Donc un rachat d'actions au 3 août, si je reviens sur TradingView, on est là, ici, donc 3 août 2023, on est là, je vais le mettre juste ici, voilà, on est au début du mois là, et donc on se retrouve à se dire, on va racheter nos actions. Donc à un moment donné où le prix avoisine les entre 100, allez, on va dire ici 130 et 115, la société lance un programme de rachat d'actions. Elle est donc extrêmement confiante dans alors on peut toujours penser que c'est un coup marketing, c'est fait pour dire aux gens, voyez on est confiant et finalement ils vont racheter et puis ils vont revendre derrière.
Oui, mais si on commence à penser complot à chaque fois ou manipulation, on ne s'en sort plus parce que on peut absolument tout dire. Du coup, les rapports financiers sont bidonnés. Bref, on va dire que du coup, c'est un communiqué officiel et qui montre la vraie volonté de l'entreprise. Dans tous les cas, un plan de rachat d'actions entre 130 et 115 actuel, voire peut-être en espérant que ça va encore descendre, c'est que la société pense qu'ici, la valeur est sous-cotée ou juste au prix. Donc dans tous les cas, à vous d'étudier le rapport financier, faire les bilans, etc. et de vous faire votre propre avis. Mais si jamais vous étiez déjà confiant dans l'avenir de la société, ceci est une bille en plus pour rajouter, pour dire que la société elle-même a confiance en l'avenir de sa boîte, puisque même ici, elle n'hésite pas à renforcer sa position. Là où souvent, les sociétés renforcent dans la hausse, quand on a la bulle, on a bien vu dernièrement des sociétés, je crois que c'est Apple, Nvidia, qui rachètent des actions, elles les rachètent souvent au plus haut, ce qui est dommage parce qu'elles le payent bien cher, alors peut-être parce qu'elles découvrent des nouveaux marchés et que les perspectives sont encore meilleures, mais souvent elles les rachètent quand même bien haut. Là, Téléperformance les rachète à un moment où c'est bien bas. Donc s'ils ne se trompent pas, s'ils ont bien raison sur leur propre avenir, c'est un très bon coup, et donc du coup ça mérite d'être regardé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. La lecture des rapports financiers, tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus long, et la vidéo va faire déjà un bon petit temps. Donc, méditez là-dessus, faites vos propres recherches, faites vos propres analyses, allez lire les rapports financiers. Si vous pouvez voir aussi les présentations des directeurs, c'est très bien, mais dans tous les cas, le minimum, c'est au moins lire les rapports financiers et analyser avec des chiffres. Alors, vous pouvez avoir des chiffres différents des miens, mais en gros, faites vos analyses, faites votre recherche. Il y a peut-être une bonne opportunité aujourd'hui à saisir. C'est peut-être le moment, peut-être pas. Ça dépend de votre profil, de votre argent, de vos envies, etc. Mais il y a peut-être un bon coup à jouer et c'est peut-être le bon moment, la fenêtre de tir, même si ça descend encore un peu, on est peut-être sur une fenêtre de tir, une opportunité pour Téléperformance. Je vous dis à la prochaine, salut.